Mon cher bien-aimé, il y a un mois, à cette heure-ci, vous subissiez le supplice de la foule, dans les magasins de Paris. Mon cher fiancé, il avait fallu recommencer à étouffer et à être bousculé par tout le monde. Je crois bien que vous auriez renoncé à moi et vous seriez retourné sans regret à vos grands bœufs, je vous taquine, mon ami. Et savez-vous ce qui en est cause? Ce sont vos paroles qui viennent de surgir en mon esprit. Vous m'avez dit pendant que, toute heureuse, je m'appuyais à votre bras et que nous fendions la foule qui se pressait devant le bazar de l'hôtel de ville, où sont mes grands bœufs. Et à ce moment-là, le ton de regret avec lequel vous avez parlé m'avait affligée comme une petite sotte que j'étais. Mais maintenant, je comprends mieux cette espèce de souffrance que vous ressentiez au milieu de tout ce monde, vous qui êtes habitué à la solitude, au calme, à la paix de la campagne, et je comprends que l'air de Paris devait vous sembler singulièrement lourd et étouffant. Pour moi, qui suis habitué à ces courses, mais qui ne les aime pas davantage que vous, je pouvais mieux goûter la joie d'être avec vous, malgré le bruit et la bousculade. Mon cher fiancé, une bonne nouvelle, je viens de recevoir enfin une lettre de la nièce de ma chère grande amie. Elle me rassure un peu en me disant que sa chère tante lui a défendu de donner son adresse à qui que ce soit, parce qu'il lui serait impossible de répondre. Cela veut dire très certainement que sa nouvelle supérieure est très sévère et arrête toute sa correspondance qui est, je le sais, très importante. Malgré sa défense, la mère de la chère madame me donne l'adresse désirée. Seulement cela ne m'avance pas plus, car je ne voudrais pas faire avoir des remontrances à ma gentille correspondante, ni des ennuis à ma chère mère, si je lui écris. Geneviève m'a conseillé d'envoyer ma lettre à mademoiselle Amélie, qui l'enverra à sa tante. C'est, je crois, ce que je vais faire. J'ai votre chère et dernière missive sous les yeux, et je trouve dès la première page une remarque à vous faire. En mettant la date du jour où vous écrivez, vous mettez bien à côté matin, mais vous oubliez d'ajouter l'heure. Je vous en prie, mon ami, ne soyez pas trop matinal. Vous avez besoin de repos, j'en suis sûre, après une journée de travail, et ce ne serait pas bien que d'en commencer une autre en prenant sur ce repos pour m'écrire longuement. Dans votre avant-dernière lettre, vous me grondiez d'avoir un peu veillé pour vous écrire. Faites votre examen de conscience pour savoir si je n'ai pas le même reproche à vous adresser, et dites-le moi. Je ne m'occupe pas de la graphologie, au contraire. Et j'espère bien que vous m'apprendrez plus tard cette science intéressante, que je suis heureuse de ce que vous me dites au sujet de ce que je vous ai demandé, et comme c'est étrange, le soir où nous avons parlé ensemble sur la jetée, c'est dès ce moment que nous avons été attirés l'un vers l'autre. C'était, je crois, le 8 août. Je me souviens bien de notre conversation. Vous m'avez parlé de votre chère maman, de vos goûts. Vous vous êtes étonné des miens. Mais vous m'avez proposé un livre, Les grands agriculteurs modernes. Et j'ai été bien heureuse de voir que vous vous intéressiez un peu à moi. Oui, je me souviens que je vous ai tendu la main, spontanément. Et malgré votre étonnement, vous souvenez-vous de votre hésitation à me donner la main? Il me semblait que nous nous étions dit, dans ce serment de main, soyons amis. En rentrant de Collongette, je m'étais mise à marcher rapidement pour me trouver seule avec cette joie que je sentais en moi, sans bien l'expliquer. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez pour moi si inexplicable. À certains jours, vous étiez impénétrable, sombre et froid, et à d'autres, très simplement aimable et gai. Mon pauvre bien-aimé, comme vous avez souffert, et par ma faute, car si je m'étais éloignée de vous, comme vous le faisiez pour moi, alors... Mais je vous aimerais tant que vous oublierez cette souffrance, n'est-ce pas, mon ami? Savez-vous que vous m'avez effrayé en me parlant de l'homme des cavernes que je ne connaissais pas, que je ne savais pas trouver en vous? N'en croyez rien. Allez, j'ai fait comme votre bon monsieur Moreau. Je me suis moquée de vous, gentiment, et j'ai continué d'aimer bien tendrement le cher sauvage que vous croyez être. C'est égal, il faut que je vous fasse un sermon, ou plutôt que je vous envoie à votre vénéré Père Bonan, à moins que vous promettiez d'être sage. Croyez-vous que ce soit bien? Que ce soit votre devoir d'aller au-devant du danger, quand celui-ci est inutile, bien entendu. C'est très mal de tenter Dieu. Et si, tout d'un coup, vous vous trouviez dans l'impossibilité de revenir à terre, et surtout de demander pardon à Dieu de votre faute, pensez au châtiment qui suivrait votre imprudence. Mais vous êtes chrétien, mon cher fiancé, et vous ne vous livrerez donc plus?
n'est-ce pas? À ces émotions violentes qui sont une si grande jouissance pour vous, mais qui sont défendues par Dieu. Puisque vous ne craignez pas le danger, au contraire, je vous paraîtrai alors bien craintive, bien peureuse. Pourtant, je ne suis pas ce que l'on appelle poltronne, mais je n'ai aucun sang-froid. Une grande peur me coupe bras et jambes, me serre la gorge. Tant que les palpitations du cœur ne diminuent pas, je ne peux pas faire un mouvement. C'est une triste chose que d'être faible à ce point et de ne pouvoir dominer ses nerfs. Pourrez-vous m'en corriger? Votre exemple me sera très bon et je ferai tout pour le suivre, excepté si vous allez au-devant du danger. Mais vous n'irez plus, n'est-ce pas, si vous sentez que ce n'est pas votre devoir? Vous me dites, en exagérant, j'en suis certaine, que vous devenez sombre si vous êtes blessé dans votre orgueil ou heurté dans votre volonté. Mais s'il y a un peu de la vérité pour que vous soyez heureux, faut-il toujours se conformer à votre volonté? Je sais bien qu'une femme doit obéissance à son mari, mais je trouve qu'elle peut, malgré cela, avoir sa volonté et ses idées, et s'y conformer quand elles sont raisonnables. Je vous avoue que la colère, surtout chez un homme, m'effraie un peu, mais on n'obtient rien de moi par ce moyen, si ce n'est, sur le moment, à me donner une grande crainte qui amène souvent les larmes. Et j'ai remarqué que devoir pleurer irritait même plus celui ou celle qui était en colère. Je connais quelqu'un de très violent qui ne peut pas supporter une contradiction, ni chez sa femme, ni encore moins chez ses enfants. Et les colères de cette personne sont terribles. On dirait qu'elle va tout briser. Elle ne se possède plus et sait à peine ce qu'elle dit. C'est fort triste et très pénible pour ceux qui l'entourent dans ces moments-là. Vous êtes loin de ces colères, mon cher bien-aimé fiancé. N'est-il pas vrai? Oui, puisque vous arrivez toujours à vous dominer. Et puis, il y a de saintes colères, s'il y en a de déraisonnables. Les premières sont... moi, je suis un peu baboudeuse, mais je veux absolument me défaire de ce défaut si détestable. Pouvez-vous me lire, mon cher fiancé? Les pattes de mouche. De...